Bonjour Internet et bienvenue dans cette 4e entrevue du Clos du Spectacle. Aujourd'hui, on va parler production puisque j'accueille Julien Iscache. Bonjour Julien. Bonjour. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que tu as produit 2 spectacles dont on a déjà parlé sur la chaîne, donc à savoir Alice, la comédie musicale, et La Clé de Gaïa, plus récemment. Donc on va parler de ce côté plutôt production, un côté que les gens... C'est un peu flou dans la tête des gens. On m'a souvent demandé qu'est-ce que ça voulait dire être producteur de théâtre. Donc je te pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être producteur de théâtre? Bonne question. C'est une question que je me pose aussi, figure-toi. Parce que c'est vrai que finalement, moi, ne venant pas forcément de ce milieu-là à l'origine, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Mais je pense que producteur de théâtre, il y a deux choses. Il y a vraiment le côté producteur, et puis il y a être producteur dans le théâtre, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Pour moi, être producteur, c'est savoir prendre des risques, c'est se fier à son intuition et savoir prendre des risques sur des spectacles. Donc, soit des spectacles qu'on crée nous, donc on va prendre le risque de partir de zéro et de créer quelque chose, soit prendre le risque sur des personnes, sur les talents de certains et finalement sur leurs projets. Donc ça va être du coup des risques, ça peut être différents types de risques, hein. Ça peut être évidemment, on prend des risques financiers quand on est producteur. Donc dans la partie production, évidemment, il y a une notion d'argent, il ne faut pas avoir peur de travailler avec de l'argent, d'en parler, parce que c'est forcément quelque chose qui intervient dès le début quand on crée des projets. Donc on va prendre des risques voilà, sur l'argent qu'on met dedans. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, on peut prendre des risques sur les sujets qu'on traite. Par exemple, se dire, bah voilà, moi j'ai l'habitude de travailler sur certains types de sujets. Voilà, on a fait, nous, des spectacles, tu parlais d'Alice, qui sont des spectacles familiaux, jeunes publics, sur des thèmes assez larges. La Clé de Gaïa, c'est un spectacle qui traite de sujets plus précis. Donc voilà, on peut aussi prendre le risque de sortir de sa zone de confort. Et donc il y a ce côté-là vraiment de risque et d'intuition à suivre. Et puis il y a aussi, dans le côté producteur, je pense, c'est être capable de réunir une équipe autour de soi. Parce qu'un producteur tout seul, il ne fait rien. Dans le milieu du spectacle, dans le milieu du cinéma, il y a une multitude de métiers qui vont travailler sur un spectacle. Un spectacle comme Alice, il y a 6 comédiens sur scène, donc c'est un spectacle plutôt moyen en termes d'envergure sur le plateau. Mais en fait, il y a peut-être une trentaine de personnes qui ont travaillé depuis le début jusqu'à ce que le spectacle soit sur scène et continuent à travailler sur un spectacle comme ça. Donc c'est vraiment identifier sur chacun des rôles essentiels d'un spectacle qui se crée comme ça, les bonnes personnes, et savoir les faire travailler ensemble sur la durée. Et c'est ça les vrais challenges aussi sur des projets comme ça, parce que ce n'est pas des projets qui se créent en 2 semaines, c'est des projets qui se créent sur des mois, sur des années. Donc garder une équipe sur la durée, c'est ça aussi, je crois, le travail du producteur derrière. Et puis, producteur de théâtre, bah voilà, on peut être producteur dans différents milieux, hein. Il y a le cinéma, il y a le théâtre. Aujourd'hui, moi, je connais plus le théâtre, et on sait que le théâtre, c'est un milieu qui est difficile, parce que c'est un milieu qui, aujourd'hui, alors, je n'ai pas envie de dire est en crise, mais qui connaît une passe plutôt difficile ces dernières années. Et donc, forcément, être producteur dans le théâtre, c'est aussi, on va dire, c'est aussi une conviction, quoi. C'est aussi un côté militant derrière, c'est-à-dire, on a envie de dire des choses, on pense que le théâtre, c'est important, que ça a réellement sa place dans la société, et que derrière, les risques qu'on prend, ils sont aussi pour servir ce genre de choses. C'est-à-dire, on peut faire passer des vrais messages au théâtre, et c'est vrai que voilà, on pense que c'est important de faire ce qu'on fait aujourd'hui, et que même si on se dit que le théâtre aujourd'hui, c'est un milieu difficile, bah, finalement le théâtre, ça existe depuis, je sais pas, depuis 2000 ans. Et c'est pas pour ça que, parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a de nouvelles formes de communication qui existent, comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. Mais justement, le théâtre, pour moi, il y a un côté éternel finalement dans ce que c'est, et on remplacera, je pense, jamais réellement le fait d'avoir quelqu'un sur scène face à toi qui te raconte une histoire, quoi. Au niveau de ton métier à toi, donc toi tu es directeur de production, Ouais. est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre un producteur et un directeur de production dans une structure? Ouais. Bon, après, c'est finalement des mots qu'on met sur les différentes choses qu'on fait. Nous, on est une petite structure aujourd'hui. Disons que ce que j'ai dit avant sur le côté producteur, c'est vraiment celui qui va, pour moi, enclencher le projet, celui qui va prendre des risques, qui va le lancer, qui va le financer. Mais après, il y a celui qui doit exécuter le projet. Donc c'est ça pour moi plutôt le rôle du directeur de production. C'est celui qui va être là au quotidien et sur la durée pour s'assurer que les choses avancent, se font correctement. Après, dans le côté directeur de production, le côté directeur, il n'est pas forcément essentiel, mais c'est juste de dire que c'est quelqu'un qui va décider un moment s'il faut. Voilà, faut savoir le faire, il faut savoir à des moments trancher entre différentes personnes.
Donc c'est un peu ce rôle-là aussi. Et puis après, dans le métier de production, il y a énormément de phases qui sont des phases de gestion d'un projet de manière large, de gérer le planning du projet, de gérer les finances du projet, de gérer les équipes, de gérer les relations avec l'extérieur. Le directeur de production, il est là pour protéger finalement les artistes avec lesquels il travaille vis-à-vis de l'extérieur aussi. C'est-à-dire, il est là vraiment pour être celui qui fait le lien entre les deux, qui va comprendre ces artistes, qui va savoir parler avec un directeur théâtre, avec je sais pas, un média, et qui va pouvoir faire le lien entre les deux, parfois traduire ce que l'un veut dire à l'autre. Parce que finalement, l'artiste, son boulot, c'est d'être le meilleur dans ce qu'il fait, c'est-à-dire être un artiste, et on ne lui demande pas d'être sur la production d'un spectacle. Donc chacun son métier, et voilà, pour moi, le directeur de production, il fait ça, globalement. D'accord. Donc tu as parlé un peu de ta société de production, donc, qui s'appelle Compote de Prod. C'est très joli, je trouve ça trop mignon. Chez Compote, vous faites plutôt du spectacle musical. Et c'est un type de spectacle qui est vraiment en train de monter en termes de fidélisation de l'audience, là, depuis 98 avec Notre-Dame de Paris qui a vraiment lancé le truc. Là, ça fait 20 ans du coup, donc on surfe vraiment sur une vague qui est montante. On arrive de plus en plus à créer de beaux spectacles bien structurés avec de bons artistes, tout ça, mais ça reste des spectacles très coûteux, assez difficiles financièrement à produire. Comment est-ce qu'on s'en sort au niveau de la viabilité financière, je dirais, sur ce genre de spectacle, puisqu'on a quand même, là tu parlais d'un spectacle moyen avec Alice, avec 5-6 personnes sur scène, mais ça peut monter dans les grosses prods avec 30-40 personnes sur scène. Tu as quand même des décors un peu consistants, des beaux costumes, parfois des musiciens en live. Comment tu t'en sors financièrement là-dedans? Pour moi, il y a deux choses. Il y a une vision vraiment sur le spectacle en tant que tel, à court terme ou dans notre construction de chacun des spectacles qu'on crée, où en effet on se pose la question de comment on va un jour rentabiliser l'argent qu'on met dedans. Et donc là, c'est vrai que ça va passer par plusieurs choses. Je pense que ça dépend aussi de la taille des spectacles. C'est pas du tout les modèles économiques entre un spectacle avec 6 comédiens ou avec 40 comédiens, vraiment pas. Typiquement, nous, les spectacles qu'on crée, c'est des spectacles sur lesquels on va miser au début sur la visibilité qu'on va lui donner. Parce que finalement, quand on va créer nos spectacles, on va les créer donc soit à Paris, soit à Avignon pour le Festival d'Avignon, parce que c'est aussi un beau tremplin pour les spectacles. Après, nous, notre objectif, c'est de partir en tournée avec les spectacles. Parce que déjà, c'est hyper cool de partir en tournée, nous, on adore ça. Et puis, c'est là aussi encore où on peut toucher un public assez large. Et c'est là aussi, nous, sur la durée, on va rentabiliser nos spectacles en tournée. Je parle vraiment pour nos spectacles. Après, il y a aussi un combat que nous, on essaye de mener et qu'on va pas lâcher petit à petit, c'est vraiment d'expliquer au public, aux gens qui viennent nous voir, que voir un spectacle, ça a un coût, ça a un prix. Créer un spectacle, ça a un coût. Et donc vraiment, on pense que le prix de la place est quelque chose d'important. On pense qu'il faut le plus large possible panel de gens viennent voir des spectacles. Donc c'est évident qu'une place de théâtre à 30 €, c'est cher. Ça peut paraître cher. Donc, il faut faire des efforts pour les gens qui n'ont pas de quoi mettre 30 € dans un spectacle, des jeunes, des gens qui sont plus en difficulté. Mais il faut aussi que les gens qui peuvent le payer payent le prix des spectacles. Moi, je pense que c'est hyper important. Donc voilà, nous, on se bat pour ça. Et puis après, pour revenir à ce que tu disais dans ta question, sur le long terme et puis sur ce que nous, on souhaite faire, et puis quand on discute entre nous, je pense qu'il y a un peu ça, je pense qu'en France, on est encore en train de chercher le spectacle musical français. Tu parlais de Notre-Dame de Paris, c'est un magnifique exemple, mais presque un contre-exemple en fait, d'un spectacle qui a marché de manière incroyable, mais qui sont des spectacles qui aujourd'hui ne marchent plus de cette manière-là. C'est des spectacles qui sont montés sur des chansons très fortes, sur un CD qui a cartonné. Et c'est vrai que l'industrie aujourd'hui de la musique, du CD, a complètement changé. Donc créer des spectacles musicaux de ce type-là, ça devient aussi très difficile aujourd'hui. Après, on se compare aussi forcément beaucoup aux autres spectacles qui se créent dans le monde, évidemment à Broadway, évidemment à Londres. Mais la France, c'est pas Broadway. Donc je crois qu'il faut trouver un bon juste milieu entre la qualité des spectacles qui sont montés à Broadway, mais dans un côté très show américain, qui n'est pas non plus, dans le fond, ce qu'on aime en France, je pense. Il y a souvent une recherche un petit peu plus intellectuelle quand même dans les spectacles qu'on fait en France. Il y a notre côté un peu intello français qui est là et
dans lequel il ne faut pas tomber complètement, mais qu'il faut aussi avoir en tête. Et donc, je pense qu'il y a un bon juste milieu à trouver. Peut-être, en effet, tu le disais, dans les gros spectacles, c'est des spectacles qui sont très difficiles à rentabiliser. Je pense qu'il y a des formes vraiment plus resserrées de spectacles à créer. En tout cas, nous, à notre mesure. Et puis, en donnant la place vraiment à chacun. C'est-à-dire que finalement, dans un spectacle musical, il y a de la musique. Et c'est vrai que dans la plupart des spectacles musicaux, aujourd'hui, il n'y a pas de musiciens sur scène. Et ça, je trouve ça vraiment hyper dommage. Voilà, parce que ça amène vraiment quelque chose d'incroyable. Comment nous, on voit les choses, c'est pour nos spectacles, les créer à Paris et à Avignon, partir en tournée, parce que ça, c'est ce qui, sur des années, vont nous faire rentabiliser nos spectacles, en permettre d'en créer d'autres. Puis après, dans le fond, vis-à-vis du public, montrer que la comédie musicale, c'est plein de choses, en fait, que c'est pas que Notre-Dame de Paris, c'est pas que les grands spectacles qui se montent dans les palais des sports, etc., qui sont un type de spectacle, mais aussi d'autres types de spectacles musicaux qui sont aussi incroyables et voilà, qui sont à montrer. Et ben, en parlant de force musicale et de création, tout ça, il me semble qu'il y a un petit spectacle, ou plutôt un grand spectacle, qui est en train de naître en ce moment. Est-ce que tu as envie de nous teaser la chose? Avec plaisir. Après Alice, on s'est rendu compte que les spectacles de type spectacles musicaux, familiaux, étaient vraiment des bons formats de spectacle parce que nous, ça nous permet quand même de faire des vraies créations de comédie musicale, donc de chant, de danse, de jeux, de musique. Et donc, c'est vraiment un format dans lequel on se sent assez bien. Et c'est un format qui nous permet de jouer à peu près partout, c'est-à-dire à Paris, à Avignon en tournée. Donc en effet, on crée un nouveau spectacle, qui est un spectacle qui s'appelle La Cigale sans la fourmi, qui est un spectacle qui, comme son nom l'indique, est inspiré des fables de La Fontaine. Parce qu'en fait, on a trouvé, quand on a pensé à cette idée-là, que les fables de La Fontaine, c'est un thème qui est assez universel en France. Enfin, tout le monde connaît ça, tout le monde connaît les fables. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est créer tout un monde autour des fables, un peu comme un monde à la Shrek ou au Magicien d'Oz. Et donc, créer un monde autour des fables de La Fontaine. Et le pitch un peu de l'histoire, c'est qu'il y a 3-4 fables les plus connues. Le lièvre et la tortue, le corbeau et le renard. Et que, en fait, dans ce monde des fables qu'on a recréé, eh ben, il n'existe plus que ces 4 fables. Ou en tout cas, les personnages de ces fables-là jouent de ces fables inlassablement, et pour eux, il n'y a plus que ces 4 fables. C'est les stars de La Fontaine, voilà, elles ont réussi à rester depuis 300 ans. Et puis en fait, on se rend compte au bout d'un moment que dans l'aventure de l'histoire, que je ne vais pas dévoiler tout de suite, on découvre un autre monde dans ces fables qui est un peu le monde des fables perdues. Et là, on va découvrir un monde de fables complètement coloré, complètement dingue, de fables qu'on a tous un petit peu oubliées. La première fable qu'on rencontre, c'est l'ivrogne et sa femme, que je pense personne ne connaît. Et du coup, c'est génial de redécouvrir ces autres fables aussi et de voir ce que La Fontaine a voulu dire dans ces fables, qui est finalement un certain nombre de messages et de morales, comme on les appelle, mais de messages qui sont encore hyper actuels. Et que du coup, nous, voilà, on a voulu remettre au goût du jour et expliquer que les fables, c'est aussi hyper fun, qu'on peut avoir un spectacle qui nous apprend plein de choses, mais en même temps en s'amusant et en passant un super moment. Donc voilà, c'est un peu ça le pari de ce nouveau spectacle, donc, qui se jouera au Festival d'Avignon, au Collège de la Salle, à 15 h, donc à partir du début du Festival d'Avignon, qui est le 6 juillet. Voilà. Super, super actualité du coup. Ça fera 3 spectacles sur cette saison 2017-2018. Ouais. Donc je te souhaite bon courage pour la suite. Ouais. Et peut-être à bientôt. En tout cas, moi, je viendrai voir La Cigale sans la fourmi avec grand plaisir. Et je te dis du coup à plus tard, à bientôt. En tout cas, au Festival d'Avignon. Ciao. Ciao, salut. Salut.